Et du coup, on peut accueillir la première conférencière de ces journées, qui est Alice Karabédian, que voici. Bonjour Alice, qui nous rejoint du coup sous une forme numérique, utopiste des grands chemins, philosophe, diplômée de lettres modernes et docteur en philosophie politique. Alice Karabédian travaille à une reconceptualisation de l'utopie politique au sein des science-fiction contemporaines. Je lis le biopic qui est dedans, mais ça permet d'éviter de t'auto-introduire. Ses recherches polymorphes tissent des liens avec des artistes, chercheuse, auteurice, militante. Elle a publié Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines au Seuil en 2022. En 2023, elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques à Mayonnec en La Machine dans le Jardin. Et Alice, c'est à toi, on t'écoute. Il faut que tu réactives ton micro pour pouvoir parler. Bonjour tout le monde, ça marche? Vous m'entendez? Bon, parfait. Merci encore pour cette invitation et vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Voilà, je suis désolé. Donc je vais vous présenter un petit topo sur ce que j'entends par utopie radicale et j'espère que ça pourra vous inspirer dans vos pratiques de design ou du moins en tout cas vous donner envie d'aller voir de la science-fiction. Je vais partager mon écran. Ça marche de votre côté, c'est OK? OK. Bon, alors c'est parti. Alors sentez-vous l'angoisse monter? Vous sentez-vous démuni, assailli, désœuvré devant l'état du monde actuel? Avez-vous parfois l'impression que l'obscurité envahit tout, que les jours se suivent, mais ne promettent plus rien d'autre que de la reconduction du pire? Je voudrais ici montrer comment la SF, la science-fiction, évoque des territoires autres, des façons de penser, de concevoir, d'imaginer, qui peuvent nous permettre de nous orienter dans un monde au bord du gouffre, pour reprendre l'expression d'Isabelle Stengers. Et cette orientation, je l'appelle utopie radicale. Alors c'est un cadre conceptuel autant qu'un outil politique, et c'est aussi un outil narratif. Je pars du principe qu'on ne peut pas imaginer un autre monde ou un nouvel objet ou une nouvelle technologie sans une vision politique. Et il s'agit donc de retrouver la puissance politique de la narration. Alors, mais pourquoi, on va se demander, faire ce détour par la fiction et qui plus est par des mondes imaginaires pour affronter la gravité de notre monde actuel? Celui des pandémies, du dérèglement climatique, des effondrements systémiques, etc. La liste est longue. Parce qu'il s'agit précisément de rouvrir le champ du pensable, de sortir des ornières de l'inéluctable, de faire place à l'étrangeté, au désordre, à la surprise. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est une citation assez célèbre de Fredric Jameson. Et le récit dystopique, aujourd'hui omniprésent, alimente cette impasse en transformant la catastrophe en horizon. En effet, le problème central n'est pas tant le réel lui-même que la difficulté à le penser autrement. Il ne s'agit pas seulement d'un déficit de solutions techniques ou politiques, mais d'une crise de la possibilité, une crise de la projection, une crise finalement de l'imagination. Et dans un monde saturé par les catastrophes annoncées, les imaginaires eux-mêmes semblent en crise. L'épuisement politique est aussi un épuisement des récits. Et la capacité à formuler des alternatives se heurte à un réalisme oppressant, à une croyance dans l'inévitabilité des formes dominantes. Et c'est dans ce contexte que nous proposons de réactiver un vieux mot souvent galvaudé et souvent mal compris, l'utopie. Alors, pas n'importe quelle utopie, parce que ce n'est pas un simple problème de quantité du type « nous manquons cruellement d'utopie », c'est également un problème de qualité. Il s'agit bien de se demander quelles images d'utopie nous voulons voir fleurir, c'est-à-dire des images positives, divertissantes certes, mais surtout émancipatrices, antisexistes, antiracistes, foncièrement critiques de toute forme d'ordre établi, conscientes de l'histoire des luttes, soucieuses de la liberté des individus autant que de la vie des autres espèces,
profondément originales et audacieuses dans leur forme, dans leur exploration et les expérimentations qu'elles rendent possibles. Mais évidemment, des utopies qui ne sont ni naïves ni vaines, des utopies qui proposent, qui font des tentatives, qui sont toujours en construction. Pas celles qui rêvent finalement d'un monde parfait ou d'une société homogène et pacifiée, mais celles qui se confrontent au chaos, à la ruine, à la complexité. Celles qui osent faire un pas de côté, celles qui cherchent dans la fiction des armes pour penser le présent, qui s'incarnent dans des gestes modestes parfois, mais toujours puissants. Et c'est précisément ce que je nomme utopie radicale. Alors, ni programme politique figé, pardon, j'ai un chien avec moi, donc ni programme politique figé, ni planification sociale. L'utopie radicale, c'est d'abord un geste critique, un mouvement de pensée qui déplace les perspectives, qui invente des ailleurs, qui rend possible l'impossible. C'est une fiction qui s'assume comme telle, non pas pour fuir la réalité, mais pour mieux la réinterroger. Comme l'écrit la philosophe Hannah Arendt à propos de l'acteur politique, il dit ce qui n'est pas parce qu'il veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il veut changer le monde. Il tire parti de l'indéniable affinité de notre capacité d'agir, de changer la réalité, avec cette mystérieuse faculté que nous avons qui nous permet de dire « le soleil brille quand il pleut des hallebardes ». Alors il n'y a pas d'action politique sans imagination, et si on tire un peu plus loin, il n'y a pas d'action politique sans utopie. L'utopie radicale, c'est le nom de la transformation et de notre société, et surtout de notre façon de la percevoir, de la comprendre et d'agir dessus. Cette utopie-là, c'est une pratique dissidente du regard. Elle refuse le monde tel qu'il est, non pas en lui opposant une vision dogmatique ou parfaite, mais en créant un écart, une distance, un entre-deux où se rejouent justement les possibles. C'est une brèche dans la continuité du réel. Elle est critique et création en même temps. L'utopie radicale n'est pas une fuite hors du monde, mais elle est bien en tension avec lui. Elle ne cherche pas à construire un monde parfait, elle cherche à rendre notre monde un peu plus respirable. Elle est un outil critique, un outil narratif, un outil politique. Elle est un refus du fatalisme et de la clôture. Ce n'est pas un plan, c'est bien plutôt un processus, une impulsion. Et en ce sens, elle est assez ouverte, mouvante, conflictuelle, traversée de contradictions. Dans ce sens, ce n'est pas tant l'espoir qui importe que le geste lui-même de poser un ailleurs, de rendre visible une altérité. L'utopie radicale travaille donc à produire de la distance, de l'étrangeté, du trouble. Elle dérange, elle ne se contente pas de proposer, elle expérimente, elle dérègle, elle produit des formes, des récits, des gestes, des objets qui déjouent les attentes. En rêve, illusion, chimère ou encore progrès, programme, idéal régulateur, alternative, possible. Voici quelques-unes des idées qui nous viennent à l'esprit quand on pense à l'utopie. Et il existe en effet une pluralité de compréhension de ce concept, qui est aussi donc un concept, une notion, mais aussi une forme de récit et aussi une pratique politique. Alors, dès l'invention du terme utopie par Thomas More en 1516, l'utopie est une histoire de dissidence, de pas de côté et de détour. L'utopie est le royaume de l'ambivalence, et Thomas More, qui est un juriste anglais, dépeint sa société contemporaine, puis un voyage, et enfin la découverte d'une île où la justice et l'équité règnent. Mais cette île est introuvable sur une carte. Et Thomas More ne cesse de brouiller les frontières entre réel et fiction, entre littérature et traité politique, à grands coups d'ironie et de critique acerbe de son temps. Alors qu'on ne s'y trompe pas, l'utopie n'est pas la simple description de cette société où le bonheur de toutes et tous est garanti, ni même le programme pour transformer cette réalité-ci. En somme, l'utopie n'a pas nécessairement vocation à être un mode d'emploi à appliquer à une réalité réticente. Sa puissance et sa richesse sont tout autres. Mais de la longue tradition que Thomas More a initiée il y a quand même 500 ans, l'utopie a toujours été frappée par les attaques de ceux qui se qualifient cyniquement de pragmatiques. Ceux-là pour qui justement la réalité est indépassable, ceux-là pour qui rien ne sert de rêver à d'autres mondes, à d'autres façons d'être au monde,
Ceux-là pour qui l'utopie n'est qu'une illusion dangereuse et à qui Margaret Thatcher a offert le triste slogan de « There is no alternative ». Ceux-là qui sont l'incarnation de l'ordre établi, de la norme, de l'ordre mondial et du capitalisme. Et bien ceux-là ont en fait bien trop conscience de la puissance subversive d'une pareille forme de pensée, mieux de cet état d'esprit révolutionnaire qui consiste à inventer des mondes plus justes, plus joyeux, tout en gardant un œil critique rivé sur ce rivage triste et ravagé qu'est l'ici et maintenant. Car comme je disais, l'utopie c'est bien ceci, un voyage incessant entre cet ailleurs enchanteur, ce demain émancipateur, et notre présent. Entre la fiction, le possible, le pas encore là, comme dirait un autre penseur de l'utopie qui est Ernst Bloch, et la réalité, entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est un voyage donc entre l'invention de nouveaux modes de vie et la compréhension des forces en jeu dans ce monde-ci. Une autre citation de Frederick Jameson qui a écrit Archéologie du futur, entre autres. On ne peut imaginer de changement fondamental dans notre existence sociale qui n'ait d'abord projeté des visions utopiques comme une comète des étincelles. Un autre penseur de l'utopie qui, moi, m'a beaucoup inspiré dans mon travail de recherche, c'est Miguel Abinsour. Et Miguel Abinsour, il a profondément renouvelé la compréhension de l'utopie en rompant avec les lectures classiques qu'il associe tantôt à la chimère irréalisable, tantôt au modèle clos. Pour Abinsour, l'utopie n'est pas un plan, ni même un programme politique, mais c'est un mode de pensée, une forme de questionnement, et surtout un déplacement critique. Il faut, selon lui, libérer l'utopie de la double impasse qui est celle du totalitarisme, comme l'application d'un modèle rigide, et de l'autre impasse qui est celle de l'illusion, qui serait une société complètement désincarnée. On comprend avec lui encore que l'utopie, c'est d'abord un geste, une manière d'interroger l'ordre établi. Et c'est pourquoi elle est profondément, évidemment, politique. Elle n'a pas vocation à apporter des solutions, à donner des réponses prêtes à porter ou immuables. Elle pose des questions. En somme, elle n'ordonne pas, elle déplace. Et contre l'idée d'une utopie qui viserait un avenir prédéfini, il nous faut plutôt la penser comme un moyen de sortir du présent par des chemins de traverse. Et c'est cette notion de détour qui est vraiment fondamentale, détour par la fiction, détour par la spéculation, détour par l'étrangeté. Il s'agit d'ouvrir des lignes de fuite pour penser depuis l'ailleurs, depuis un lieu qui ne se laisse pas immédiatement situer. Donc la fiction de l'utopie, le non-lieu. Le détour n'est pas un éloignement passif, bien au contraire, c'est une stratégie de pensée pour voir autrement, regarder les choses sous un autre angle. Eh bien, il faut à un moment prendre de la hauteur ou sauter par-dessus les murs, etc. Comme l'écrit Abinsour, je le cite, « L'utopie a d'abord pour fonction de soulever la pesanteur du réel, donc la pesanteur du réel, ou ce qui se donne comme tel. Et pour s'y soustraire, l'utopie le déplace, le fait bouger, le fait sortir de ses gonds. Le détour utopique est donc un acte profondément politique. Il engage une reconfiguration du regard, une réorientation du désir et aussi une réinvention du langage. Il ne s'agit pas de construire un monde parfait, mais d'inventer des mondes autres, habitables, respirables. Des mondes qui résistent à la naturalisation de l'ordre dominant. Et c'est pour ça, évidemment, que la science-fiction est un des terrains privilégiés de l'utopie. Et si la SF a un pouvoir politique, ce n'est pas seulement parce qu'elle projette des futurs ou raconte des mondes étranges, mais c'est aussi parce qu'elle repose sur une mécanique précise qu'on appelle le novum. Alors le novum, c'est un concept central qui a été proposé par le spécialiste de la science-fiction dont je vous mets l'ouvrage à l'écran. Et le novum désigne, en fait, comme son nom l'indique, une nouveauté radicale. C'est une nouveauté radicale qui opère une discontinuité dans l'univers du récit. Alors il peut s'agir d'un objet technique, comme une machine à voyager dans le temps, par exemple, ou un sabre laser, ou ce qu'on voudra, un mutant, par exemple, un extraterrestre. Ça peut aussi être un changement d'organisation sociale, comme par exemple une société anarchiste. Ça peut être aussi un bouleversement ontologique complet. Donc, un novum, c'est toutes les choses étranges que l'on trouve dans la science-fiction.
Donc, le novum, il agit comme un point d'étrangeté qui restructure l'ensemble du monde fictionnel. Donc, il engendre un décalage, un décentrement, une défamiliarisation. Et c'est ce qui permet à Darko Suvin de théoriser, donc à partir de cet objet d'une nouveauté radicale, il va théoriser ce qu'il appelle le cognitive estrangement, ou l'étrangéisation cognitive, comme étant le dispositif propre à la science-fiction. Alors qu'est-ce que c'est que l'étrangéisation cognitive? En somme, c'est la lectrice ou le lecteur est placé à distance de son propre monde. Il est invité à le reconsidérer à travers ce miroir déformant mais cohérent. L'effet est donc double, une révélation critique d'un côté et une ouverture spéculative de l'autre. En fait, quand on est face à un novum, c'est ça qui nous projette dans un univers de science-fiction. Ce qui fait qu'un film comme James Bond, par exemple, n'est pas de la science-fiction parce que les gadgets qu'utilise James Bond ne nous projettent pas dans un univers complètement autre. Donc c'est pour ça qu'il caractérise le novum associé au cognitive estrangement. Alors je vous propose maintenant de prendre par exemple l'ouvrage, le roman de Ursula Le Guin, qui s'appelle Les Dépossédés et qui a été publié en 1974. Et dans ce roman, on trouve la planète Anarès, donc une planète qui est anarchiste. Et donc ici, le novum, c'est pas tant une technologie merveilleuse ou étrange, que la société entièrement bâtie sur des principes anti-étatiques, anti-propriétaires, anti-hiérarchiques. Et ce monde fonctionne non pas comme un modèle, mais comme une hypothèse critique, un point de comparaison pour le monde capitaliste voisin de la planète Ouras, qui est de la planète Anarès, pardon, qui est la planète Ouras. Et c'est par cette mise en tension entre les deux planètes, donc Anarès, la planète anarchiste, Ouras, la planète capitaliste, et notre propre réalité. Donc c'est par cette mise en tension entre ces trois univers que l'utopie agit. Elle n'offre pas une réponse, elle ne nous dit pas Anarès est l'endroit qu'il faut atteindre, la société à réaliser, mais elle nous propose un autre point d'origine pour penser la politique. Et dans ce sens, elle rend visible un tout autre rapport à la communauté politique. Donc dans cette optique, le novum devient une figure de geste dissident. Il est le moment où un monde bascule, où une faille s'ouvre dans le tissu du réel. Il est profondément utopique, non parce qu'il décrit un idéal, comme s'il le disait, mais parce qu'il force à penser autrement, parce qu'il offre un point de vue extérieur. Et pour qu'un novum puisse avoir un pouvoir critique, il doit évidemment être articulé à une pensée du réel. Il doit être investi politiquement, philosophiquement et aussi esthétiquement. Comme je disais, ce n'est pas un gadget qu'il s'agirait de faire passer dans la réalité, un truc à fabriquer, en oubliant toutes les conséquences que pourtant les autrices et les auteurs mettent en récit. Par exemple, le fait de se noter avec des étoiles en permanence, comme dans la série Black Mirror, avec des conséquences sur le statut social et le droit des individus selon cette notation, et qui est aujourd'hui une réalité dans certains pays, et qui est en train de devenir un geste du quotidien chez nous. Donc la SF ne brille pas seulement lorsqu'elle est futurologue et qu'elle propose des innovations, donc soit technologiques comme ici ou politiques comme chez Ursula Le Guin. Elle n'est pas la plus efficace lorsqu'on la considère sur le mode d'un modèle pour la Startup Nation ou pour la Smart City par exemple. Parce qu'à vouloir rabattre la SF sur sa possible ou future réalisation, à séparer le contenu, donc la notation par exemple, de la démarche, qui est la mise en récit d'un monde étrange, donc à vouloir séparer contenu et démarche, on manque une bonne part de la puissance évocatrice de la SF, puisque le contenu importe autant que la forme. Il y a des œuvres de SF qu'on peut dire prophétiques, ou du moins certains éléments, comme cet épisode de Black Mirror, ou du moins certains éléments de ces œuvres paraissent être passés dans le réel. Par exemple, la surveillance de masse dans 1984 de George Orwell, ou les dispositifs technologiques aliénants et l'utilisation des réseaux Internet dans le Neuromancien de Gibson, qui a été publié en 1984. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que bon nombre d'ingénieurs soient fans de science-fiction, au MIT ou Elon Musk, pour citer le nom de Voldemort, et de grandes inventions
ont fait leur premier pas dans la fiction, du voyage dans la Lune à celui sous les mers. On notera cependant que ce sont malheureusement les innovations avec des conséquences dystopiques plus qu'utopiques qui ont tendance à prendre forme. Et qu'est-ce que cela nous dit de ces productions littéraires ou cinématographiques ou dans les séries qui sont en partie réalisées et auxquelles on participe souvent déjà dans le réel? Que produisent-elles en termes cognitifs si ce n'est de l'inéluctable? Quels effets d'étrangéisation ont-elles si ce n'est nous maintenir dans un ordre établi dit indépassable? On pourrait les appeler des dystopies thatchériennes, des dystopies du no alternative. Parce que n'ont-elles pas abandonné finalement la question politique en la remplaçant par une peur du présent comme du futur contre lequel nous ne pouvons plus rien? C'est un peu daté tout ça, mais ça continue. Parce que la dystopie semble avoir supplanté toute autre forme d'imaginaire. Les récits d'effondrement, de catastrophes, d'autoritarisme, d'aliénation technologique, on en trouve pléthore. Et si la dystopie a pu être un outil de mise en garde, elle semble, je trouve, à présent avoir basculé dans une forme de normalisation. Le futur dépeint est sombre, mais finalement, il est devenu familier. Il n'y a plus d'étrangeté. L'étrangeté n'inquiète plus, elle est attendue. Pire, elle est déjà là. Ça veut dire qu'on vit déjà dans une dystopie réalisée où l'angoisse, finalement, est devenue le sentiment politique le plus partagé. La dystopie, dans sa version contemporaine, ne crie plus de rupture avec le réel, donc elle ne produit plus d'effet d'étrangéisation. Et elle conforte l'idée que le pire est inévitable, que les dés sont jetés, etc. Elle cesse de déranger pour devenir spectacle. Et ce que la SF avait de subversif est peu à peu détourné par le marché, absorbé dans des logiques de profit, de storytelling dystopique et de marketing anxiogène. En somme, la dystopie ne fait plus de détours, elle n'est plus dissidente. Et dans les ruines du capitalisme, face aux décombres de l'anthropocène, il ne s'agit pas de reconstruire un monde à l'identique, mais d'imaginer d'autres structures, d'autres liens, d'autres formes d'organisation. Et son intérêt ne réside pas dans la réalisation, comme je le disais, dans la réalisation de la SF, mais surtout de l'utopie, mais dans sa fonction de déplacement. Elle n'a pas besoin d'être appliquée pour être efficace. Elle l'est déjà lorsqu'elle agit sur nos représentations, lorsqu'elle fait vaciller nos certitudes. Et l'utopie radicale, donc, n'est ni promesse ni programme, mais c'est une provocation, une invitation à dérégler les réalités. L'utopie radicale est par définition, enfin c'est moi qui ai inventé le concept, donc c'est ma définition. L'utopie radicale est donc en tension avec les systèmes dominants. Mais on pourrait se dire qu'elle n'est pas à l'abri d'une capture, d'un lissage, d'une neutralisation. Car l'époque contemporaine, marquée par la logique de récupération permanente du capitalisme, tend à digérer ce qui se présente comme subversif, à le transformer en produit, en image, en accessoire de communication, etc. Parce que le système néolibéral a cette capacité redoutable de transformer toute critique en valeur marchande. La dissidence peut devenir esthétique, la créativité peut devenir une injonction, l'imagination peut devenir un slogan marketing. Et les récits de l'utopie, une fois privatisés ou esthétisés, perdent alors leur pouvoir subversif. Ils deviennent des utopies de marché. Donc ainsi, la tension fondamentale de l'utopie radicale est la suivante. Comment demeurer utopique, donc déranger l'ordre établi, dans un monde qui voudrait récupérer l'utopie? Comment maintenir la capacité de dérangement, de dissidence, de trouble, de mise en question, dans un univers saturé de simulacres de nouveautés? Donc, comme je disais, l'utopie, c'est tout sauf de l'innovation, comme on l'entend aujourd'hui en tout cas. Et l'une des réponses possibles réside dans l'insistance sur la forme aussi bien que sur le contenu. Donc rétablir cette distance propre à la SF et à l'utopie qui est de créer un écart. C'est ça la forme, c'est créer un écart, notamment grâce à un novum par exemple. L'utopie ne doit pas seulement se réduire à ce qu'elle représente, donc une société plus juste, etc. On a besoin de ces images, mais c'est pas que ça la force de l'utopie. Sa force, c'est aussi de prendre en compte ce qu'elle fait, de nous faire sortir de nos gonds, comme disait Abinsour. En ce sens, elle est moins un modèle, elle l'est, mais elle est aussi un écart. Elle est dans le geste, dans l'acte même d'imaginer autrement, de fictionnaliser le réel,
en gardant évidemment toujours la question de l'émancipation de toutes et tous en boussole. Et j'insiste sur ce point, sinon ça ne serait pas de l'utopie. Et c'est cela précisément qui échappe à la récupération, hein, le mouvement, le trouble, la dissidence incarnée. L'utopie radicale ne doit pas craindre d'être étrange et conflictuelle, et c'est précisément dans sa capacité à être inassimilable, à conserver une part d'inopérable, qu'elle peut résister à la digestion capitaliste. C'est pour ça que je parle d'utopie des impossibles, de s'autoriser à imaginer des choses qui, pour l'instant, ne sont pas réalisables, mais c'est pas la question en fait. La question, c'est d'essayer d'aller imaginer des choses les plus radicalement dissidentes et subversives qui soient, qu'importe qu'on puisse les réaliser ou point. Donc tout ça, ça suppose aussi de se méfier évidemment des formes closes. Une utopie trop bien dessinée, trop bien planifiée, ça devient immédiatement suspect, puisque en fait elle peut virer à l'idéologie, au programme d'ingénierie sociale, à la normativité, et on peut continuer comme ça jusqu'au totalitarisme. Et c'est pourquoi l'utopie radicale se pense en tant que processus inachevé, constamment en reconfiguration, en friction avec son propre cadre. Elle intègre sa propre critique. Pour résumer, en fait, l'utopie radicale, qui semble un peu redondante, c'est de dire que c'est une utopie qui travaille à produire encore des utopies. Une utopie qui travaille à rester utopique, en tout et pour tout. Et il s'agit aussi, enfin, de renouer avec des dimensions collectives, contextuelles et situées. Parce que, comme je le disais, l'utopie radicale ne peut pas être individuelle, elle ne peut pas être générique. Ce n'est pas le fantasme d'un individu. Donc moi je rêve qu'il se passe ci, ça. Non, c'est pas ça. L'utopie, c'est le rêve d'un collectif émancipé. Elle est minoritaire au sens deleuzien du terme, c'est-à-dire qu'elle est porteuse d'un devenir qui ne se mesure pas à la majorité. Et c'est en ce sens précisément qu'elle peut continuer d'agir, en tant que geste qui résiste à l'appropriation, à la clôture, en tant que fiction qui dérange les normes, en tant qu'imagination politique qui s'expérimente depuis les ruines et les marges. C'est une invitation à rendre à la fiction son pouvoir de transformation et finalement de redonner à l'art ou au design son rôle de désaxeur du réel. C'était une diapositive d'avant. Bon, c'est une citation de Donna Haraway qui est très mystérieuse. Je vais vous épargner de vous la lire. Mais en gros, elle dit voilà, que le contenu importe autant que la forme. Pardon. J'en étais là. Donc il nous faut aujourd'hui, peut-être plus que jamais, habiter l'utopie comme un geste dissident. Et face aux récits d'effondrement qui saturent nos horizons, face aux dystopies devenues normatives, face aux injonctions au pragmatisme, à l'adaptation, à la gestion du désastre, nous avons besoin de recharger nos forces imaginantes. Et l'utopie, c'est cette impulsion politique qui ouvre les futurs, non pas pour les prédire, mais pour les pluraliser. Pour montrer qu'il y a d'autres futurs possibles. Il y avait un slogan, peut-être que vous l'avez vu passer, c'est « Une autre fin du monde est possible ». Bref, l'utopie, c'est le refus d'un présent figé, le rejet du fatalisme, la résistance à l'impuissance. Ce que révèlent les gestes dissidents, les objets critiques, les récits spéculatifs ou les novas dérangeants. C'est une manière de vivre autrement. Donc, d'une certaine façon, l'utopie radicale, c'est aussi une pratique du présent. C'est pour ça que souvent, je parle de l'utopie comme un état d'esprit. Elle ne consiste pas seulement à peindre des lendemains qui chantent, mais à poser des actes, des mots, des formes qui fracturent l'ici et maintenant. Donc elle ne vise pas ou pas seulement l'idéal, mais elle vise la mise en mouvement. En cela, d'une certaine façon, elle reste insaisissable, elle refuse la capture, elle ne peut être réduite à une discipline, à un genre, à une méthode. Elle est transversale. Elle est dans les luttes politiques autant que dans les pratiques artistiques, elle est dans les fictions scientifiques, elle est dans les objets du quotidien. Et bien sûr, aujourd'hui, on a l'impression de manquer cruellement de ce genre d'histoire, de ce genre de gestes. On manque de récits qui osent dire autre chose, qui permettent de voir autrement, qui permettent d'habiter autrement. Et l'utopie radicale nous enjoint, enfin c'était un appel à rouvrir les espaces de nos imaginaires, à élargir notre capacité d'orientation et à produire des lignes de fuite.
on a besoin d'air, et on a besoin d'être responsable envers notre réel. Et pour cela, il nous faut sortir de nos souliers de plomb. Ou, pour le dire avec les mots de Ursula Le Guin, qu'elle a prononcé en recevant la Medal for Distinguished Contribution to American Letter en 2014, elle a dit ceci. Des temps difficiles s'annoncent où nous aurons besoin de la voix d'écrivains qui peuvent voir des alternatives à notre vie actuelle et percer à jour notre société en proie à la peur avec ses technologies obsessionnelles, voir d'autres façons d'être et même imaginer de véritables motifs d'espoir. Nous aurons besoin d'écrivains capables de se souvenir de la liberté, des poètes, des visionnaires, les réalistes d'une réalité plus large. Et je m'arrête là. Merci. On prend 10 minutes de questions. Alice, si c'est OK pour toi et pour vous tous, n'hésitez pas à commencer à les réviser dans votre tête. Je peux poser la première et comme ça lance les choses. Moi, puisque tu as parlé des dépossédés, ça me fait penser à qu'est-ce que contient une utopie radicale irrécupérable ou pas facile à adapter. Donc, Les Dépossédés n'a pas vraiment été adapté au cinéma, alors qu'il y a plein de... Et une des choses qui est frappante dans Les Dépossédés, c'est que ça se passe pas très bien. Enfin, c'est la galère, parce que c'est une utopie anarchiste. Il y a beaucoup de négociations, on n'y arrive pas vraiment. Et je me disais qu'il y avait quelque chose comme élément peut-être fondamental dans ces utopies radicales, c'est on ne fait pas semblant que les lendemains qui chantent vont être remplis que de liturgie et de chansons à notre gloire, mais qu'on va aussi probablement bien galérer. Je ne sais pas si tu pourrais en dire plus. Si, mais c'est un point très important, cette notion de conflictualité, parce qu'on, dans l'histoire de l'utopie, en tout cas c'est une image qu'on a voulu a posteriori rabattre sur la notion d'utopie, c'est qu'on a un monde parfait. Donc, comme tout est parfait, plus rien ne se passe, tout le monde est bien à sa place, etc. Et c'est une société homogène, et de fait, qui dit homogénéité, dit fin de la spontanéité, et dit possiblement totalitarisme au bout. Et ça, c'est vraiment un des points aveugles de l'utopie, c'est sa recherche de devenir une forme finie et close sur elle-même. Et c'est pour ça que le roman dans l'histoire de l'utopie, donc voilà, on a des utopies classiques et on a après ce qu'on a appelé des utopies critiques, qui sont des textes justement qui ont conscience de cette propension à la fermeture de l'utopie. Et donc qui sont critiques non seulement envers le réel qu'elles remettent en cause, mais qui sont critiques envers elles-mêmes. C'est typiquement le cas du roman d'Ursula Le Guin, qui était par ailleurs dans la version originale sous-titré Une utopie ambiguë. Alors moi je préfère le terme conflictuel à ambigu, mais c'était bien son travail, c'était de montrer que voilà, l'utopie c'est du boulot, quoi. C'est pour qu'une utopie reste utopique. Donc ça c'est mon concept à moi d'utopie radicale, qui renvoie à la radicale, qui veut dire revenir à la racine entre autres. Donc une utopie qui reste utopique. Et ben pour ça, en fait, c'est pas en chantant 24 heures sur 24 que ça se passe. Il y a du conflit. Et c'est aussi, cette notion de conflit, c'est aussi ce qui permet à l'utopie de rester politique. Donc l'utopie, elle est en conflit avec le réel, qu'elle remet en cause, mais en son sein, il y a encore du conflit qui, du coup, si on revient à la citation d'Hannah Arendt, par exemple, parce qu'il y a cette présence de conflit, ça lui permet de continuer à proposer des issues de secours, des lignes de fuite, de continuer à se mettre en mouvement. Si on éradique le conflit, c'est le totalitarisme ou le soft totalitarisme, comme on dit à propos du capitalisme, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question, remarque, grand silence gênant? Non, moi je suis... il y a une question dans la salle. Oui, vas-y. On donne la priorité à la salle? Je peux poser ma question du coup? Oui. Ok. Salut. Du coup,
Je voulais te demander si tu avais une recommandation de bouquin qui soit de la SF écrit en français et qui soit super dissidente et aussi qui donne des imaginaires politiques et en même temps des astuces de jardinage et qui parle de colportage et en fait qui soit une pépite quoi, une pépite de SF spéculative, voilà. Alors il y a les éditions La Volte qui ont toute une collection qui s'appelle Utopia, qui sont des petits romans. Donc c'est écrit en français. Ils viennent juste de sortir un roman de Elio Possoz qui s'appelle Les mains vides et qui est justement Les mains vides, les dépossédés, qui est une sorte d'hommage un peu à Ursula Le Guin. Et je pense qu'il parle de jardinage un peu dedans. En tout cas, il parle de vélo. Et c'est une visite de il appelle ça des communats, plein de communautés politiques anarchistes qui vivent différemment, etc. Et c'est un récit à vélo. Il y avait quoi d'autre comme condition? Colportage. Pardon? Colportage, et on peut rajouter école nomade populaire en ligne. Ah, j'entends, je comprends pas. École nomade populaire en ligne. École portage. École nomade? École nomade, ouais. La question de pas facile, l'éducation, donc, c'est ça? You write it. Une autre question? Je peux recommander un truc, moi? La séquence Hartmann de Saul Pandelakis. Alors, il y a Saul et Elio Possoz qui seront cet été à notre festival La Machine dans le Jardin qui a lieu à Mélionnec dans les Côtes d'Armor. Donc si fin juillet vous voulez venir les entendre, on vous accueillera avec plaisir dans cette petite bourgade du centre-Bretagne. On va parler de tout ça en fait, avec Saul, évidemment, Saul génial. Un très beau programme d'ailleurs. Ok. Ouais, tu peux répéter le nom du festival, Alice? Ça s'appelle La Machine dans le Jardin. C'est marqué dans le programme. Une autre question. Je vois Pascal là-bas. Ok. Oui. Oui, après le temps file. Yay. Oui. Merci pour cet exposé. Je voulais savoir si le fait de vouloir que l'utopie soit permanente, voire éternelle, c'était pas déjà le ver dans le fruit, en fait. N'était pas déjà le ver dans le fruit. Pourquoi vouloir que les choses durent toujours et qu'elles se... Enfin voilà, c'est... Merci pour la question. Il y a plusieurs choses en fait. J'avoue que moi-même, en tout cas quand j'ai fait ma thèse, c'était un peu parfois vertigineux parce qu'il y a l'utopie comme étant ce qu'on souhaite et il y a l'utopie comme outil sur ce qu'elle fait sur le réel. Du point de vue du réel, la question, que l'utopie nous remette sans cesse en question, nous force à remettre en question les normes qui font nos sociétés, etc. Du coup, la question du temps, pour moi, elle se pose pas forcément. Après, si on prend l'utopie comme étant une société, un exemple de société, un modèle de société, oui, la question de l'éternité se pose dans le sens où l'éternité sous-entend qu'il n'y a pas de changement. Mais si on imagine une utopie qui aurait fait justement du changement son premier moteur politique, c'est ce que j'appelle une utopie utopique. En fait, c'est une utopie qui continuerait de produire des utopies. Impermanente. C'est l'impermanence. C'est le principe d'impermanence. Impermanence. Oui.
Il est 10h40 et du coup, c'est déjà temps de nous séparer de ce moment. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, tout le monde. Et bonne fin de journée. Merci encore. À bientôt. Salut.